Olivier Cantat, vous allez rester avec nous, bien évidemment. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est de pouvoir revenir sur le territoire. Quelles sont les réalités sur le territoire vécues par 3 entrepreneurs? Partager ces réalités, montrer que c'est possible à des échelles différentes. Vous allez voir, on va travailler sur des échelles très différentes. Et puis je disais aussi tout à l'heure, dire les choses. On ne va pas dire c'est facile. On va identifier les freins, les conditions de réussite de ces démarches. Voilà, c'est un format de table ronde. Alors, ce qu'on vous propose lors de cette table ronde, eh bien, c'est de pouvoir interagir. Alors, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir faire part de vos réflexions, de vos questions, et puis vous allez voir, ça va m'arriver directement sur mon écran. Et dans la mesure du possible, je les mettrai dans la discussion et les échanges avec nos 4 intervenants. Alors pour vous connecter, c'est assez simple. Vous pouvez soit scanner le QR code, voilà, ou alors de façon plus classique, vous pouvez vous connecter en envoyant un SMS. Voilà, vous envoyez le message @lisieux, ça c'est le message, au numéro de téléphone qui s'affiche là-bas. Voilà. Je dois vous avouer, c'est plus facile, l'interface est plus facile en scannant le QR code. Vous allez être connecté, vous envoyez un petit message et puis n'hésitez pas. Et puis ça nous permet aussi, et notamment pour les services de l'agglomération, d'avoir une petite trace écrite. Voilà, bien évidemment, on va conserver tout ça. C'est anonyme, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à participer par rapport à ce format. Allez, donc des réalités. Alors Olivier Cantat, vous allez revenir. Alors vous allez avoir un rôle un peu particulier, hein. Je ne vais pas vous placer comme un expert, je vais vous placer plutôt comme une personne qui va faire un petit pas de côté, qui va apporter un regard extérieur sur nos échanges qu'on va avoir avec 3 personnes. Avec Nicolas Boucaud, vous êtes là, vous êtes le directeur de l'hôpital de Lisieux. Venez nous rejoindre. Philippe Bouquet, vous êtes également là, vous êtes dirigeant de l'entreprise Atos. Et puis Bruno Dorchy, vous êtes agriculteur. Voilà, alors on a le temps. Contrairement à ce que je vous ai dit, c'est Vincent Binet qui me l'a dit. Alors, je préfère le dire tout de suite, notamment par rapport à la présentation qu'il y aura après. Donc, alors, on a le temps, ça ne veut pas dire qu'on va rester ensemble jusqu'à 15h. Mais néanmoins, dans les échanges préalables, je vous avais invité à effectivement avoir des prises de parole qui soient assez concises. Et là, on va pouvoir prendre le temps d'échanger. Monsieur le Président, vous avez rejoint. On va commencer avec vous, Philippe Bouquet. Alors, vous êtes dirigeant de l'entreprise Atos. Alors déjà, pouvez-vous nous donner quelques chiffres par rapport à votre entreprise? Quelle est la réalité de votre entreprise et son activité? Allô? Oui, bonjour à tous. Donc, la société Atos se situe à Glo. Nous sommes dans la métallurgie, donc dans un domaine qui s'appelle la tôlerie fine. Donc nous faisons l'habillage de l'électronique, c'est-à-dire le contenant pour mettre de l'électronique. Donc en langage commun, c'est des armoires, des tiroirs. Petit exemple, on fait aussi bien des bornes de recharge de véhicules électriques que des armoires pour les data centers, pour les télécoms. Et nos clients sont les grands donneurs d'ordre de l'électronique, donc des gens comme Thales, Airbus, Siemens, Alstom, Bombardier, Safran. Voilà, tous les grands donneurs d'ordre du monde de l'électronique. On a à peu près 600 à 800 clients. On est 280 CDI, une cinquantaine d'intérimaires et on fait à peu près 43 millions de chiffre d'affaires. Et vous êtes situé pas très loin d'ici. Et à Glo. À Glo. Alors vous êtes engagé dans une démarche globale de RSE. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous et comment ça se traduit? Et puis aussi votre état d'esprit par rapport à cette démarche RSE au départ. Alors disons que la démarche qu'on a faite, elle est pas du tout dogmatique. C'est plutôt une démarche pratique qui a été d'abord on est extrêmement sollicité par nos grands donneurs d'ordre qui nous abreuvent de documents à remplir sur la RSE, des chartes diverses et variées. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de formaliser ce que l'on faisait déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises, on fait de la RSE sans le savoir, sauf qu'on ne le formalise pas. On n'en a pas forcément confiance. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de faire un état des lieux, un point de départ. Pour ça, on s'appuie sur un organisme extérieur qui s'appelle EcoVadis. Il en existe d'autres, mais qui est un système de notation et qui vous donne une espèce de label, une note
qui vous permet de savoir à peu près où vous en êtes et qui vous donne les points forts et faibles et qui permettent donc de pouvoir s'améliorer dans les secteurs où on a envie de s'améliorer. Donc nous, on est rentré dans cette démarche il y a 2 ou 3 ans. Encore une fois, c'est une démarche très pragmatique parce que le fait d'avoir cette notation nous permet de répondre à nos donneurs d'ordre sans avoir à répondre à leur questionnaire. Donc il y a un aspect très pratique, c'est que plutôt que de remplir des questionnaires de 500 questions, on leur dit, voilà, nous on a telle note EcoVadis, et si la note est bonne, ça leur suffit, puisque c'est un référentiel, c'est un label qui est connu. Donc nous, on est rentré dans cette démarche il y a 2 ans. On a été noté 56 sur 100. Alors moi, quand j'ai vu la note, j'étais un peu déçu parce que si j'avais été à l'école, 5,6 sur 10, c'est quand même juste au-dessus de la moyenne. Il faut savoir qu'avec cette note-là, on était dans les 40% meilleures sociétés du domaine. Et là, on a repassé 1 an après la même évaluation, parce qu'on en passe une tous les ans. On est monté à 70 sur 100. Et là, on est dans les 8% meilleures sociétés. Donc, on n'est pas si mal que ça. Et ce qui nous a permis de mettre en évidence un certain nombre de choses. On parlait justement d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc nous, on les mesure. En 3 ans, on diminue d'à peu près 15% par an. Et en fait, on n'a pas encore mis de plan d'action en place réel. C'est-à-dire que c'est déjà par les actions naturelles au quotidien. Et alors, lorsqu'on va changer un radiateur, on va prendre des choses performantes. Lorsqu'on va mettre en place un investissement industriel, on va s'assurer qu'il répond bien aux normes, qu'il soit performant pour nous techniquement, mais qu'il soit, on va dire, le plus performant en termes de consommation d'énergie. Et là aussi, en termes de consommation d'énergie, mon premier objectif, il est d'abord pragmatique, c'est de payer moins. C'est ma première motivation. Si derrière, on peut consommer moins et moins émettre, c'est bien, parce que ça va dans le bon sens, évidemment. Mais nous, en tant qu'entreprise, je regarde ma consommation d'énergie. Je ne vais pas vous refaire ce qu'on a entendu l'année dernière avec l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz. Moi, à titre d'exemple, dans ma société, je suis passé de 400 000 € par an à 1,8 million. Donc, multiplié par 4. Donc, rien que ça motive pour consommer moins. Et donc, ça permet de mettre en place des actions qui sont, encore une fois, de l'ordre du pragmatique. C'est-à-dire de choisir des équipements, chaque fois qu'on a un investissement, on va le regarder sur cet angle-là pour qu'il réponde à notre besoin en termes de technicité industrielle, mais aussi qu'il soit performant d'un point de vue énergétique. Donc une démarche pragmatique et puis finalement un peu du gagnant-gagnant. Voilà. Oui, exactement. On va passer à côté. Alors Nicolas Boucaud, vous êtes directeur de l'hôpital de Lisieux. Même question, plus grand employeur de l'agglomération, si je ne m'abuse. Réalité de l'hôpital avec quelques chiffres. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, oui, l'hôpital de Lisieux, alors je ne me qualifierais pas comme entrepreneur, mais effectivement, je dirige un service public hospitalier. Voilà, ça c'était une petite précision, mais aussi pour introduire notre rôle sur le territoire. Donc, quelques chiffres aussi de repères. C'est 1500 agents dans l'établissement, c'est 25 000 patients hospitalisés par an et 70 000 passages de patients en consultation, donc des flux importants et vous le savez évidemment des prises en charge de la naissance, de la petite enfance jusqu'à la personne âgée, donc une offre de soins assez large et assez complète. Je disais, l'hôpital, c'est d'abord un acteur de santé publique. Donc l'élément en lien avec la thématique du jour, c'est aussi le traitement des conséquences sur la santé du changement climatique, ou au sens large, où tous les impacts sur la santé environnementale, que ce soit les allergies, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'impact des températures sur la santé, sur la physiologie, où on peut citer les perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc évidemment, il y a un certain nombre de sujets en lien directement avec la thématique du jour. Dont on gère les impacts et dont on gérera encore plus les impacts dans les années à venir. Pour terminer sur quelques éléments de repère de l'hôpital de Lisieux, donc on a
réalisé un bilan de gaz à effet de serre en début d'année. Alors les chiffres, c'est 21 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente, si on prend notre bassin de recrutement qui va un peu au-delà du territoire de l'agglomération, ce qui va représenter 250 kg de CO2 par habitant, à rapporter si je ne me trompe pas, 1,8 tonnes de CO2 porté par chaque Français autour des services publics, dans ce qui est donné comme référence. Donc on pèse comme service public sur le poids carbone de chaque habitant, et à hauteur de 250 kg pour le territoire. Juste pour terminer brièvement, pour avoir des repères aussi sur ce qui impacte notre bilan de gaz à effet de serre, c'est en premier lieu et à plus de 50% nos achats, et notamment nos achats de médicaments, médicaments ou dispositifs médicaux ou réactifs de laboratoire. Et c'est ensuite à peu près pour un quart la mobilité de nos agents, principalement de nos agents et des usagers, et ce qui est un peu une atypie par rapport à d'autres hôpitaux où le volet mobilité est un peu fort comparativement à d'autres établissements. Et puis il vient ensuite, mais beaucoup plus bas, l'impact de nos infrastructures immobilières à hauteur de 9%, et puis l'énergie, même s'il y a un impact financier important, c'est quelques pourcents, mais l'impact financier, lui, je partage, est très important. Voilà, donc vous avez posé le décor, un projet d'établissement au mois de mai. Pourquoi et comment ce projet d'établissement, et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? Alors, suite à toute cette démarche, elle s'inscrit aussi dans une mobilisation de ce qu'on appelle la gouvernance, en tout cas notre pilotage de l'établissement à travers le directoire. Donc on s'est saisi du sujet vraiment de manière forte en fin d'année dernière, ce qui a conduit à faire ce bilan de gaz à effet de serre. Et sur cette base-là, on a établi le projet établissement et un volet de projet de transition écologique en son sein, donc en ciblant comme objectif la réduction de 25% à l'échelle du projet établissement, donc d'ici 2027, ce qui correspond aux engagements gouvernementaux sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre, du coup rapportées à notre établissement. Et on a identifié 6 thématiques de travail, donc qui sont assez classiques, autour des mobilités, alors, un peu moins classiques, les éco-soins, c'est-à-dire comment les soins eux-mêmes se font sans gaspillage et au juste besoin. C'est l'énergie, la gestion des déchets, la biodiversité, et puis les achats que j'ai évoqués. Et autour du projet établissement, c'est surtout un pilotage fort qu'on a mis en place. Alors, les spécificités hospitalières, on parle de gouvernance médicalisée, c'est-à-dire qu'on intègre dans notre pilotage une place importante aux médecins, puisque le cœur de notre action, c'est la prise en charge des soins. Voilà, donc on a cette dimension importante dans notre pilotage, mais qui permet aussi de faciliter l'adhésion et puis de prendre les meilleures décisions. Je vous propose qu'on s'arrête là. Donc, projet établissement, au mois de mai, 6 axes, une gouvernance particulière. On va revenir sur cette gouvernance et le plan d'action, parce que s'il y a une gouvernance, c'est qu'il y a un plan d'action avec Vallée. On va terminer avec Bruno Dorchy. Monsieur le Président, je vous demanderai aussi d'apporter votre regard. Vous écoutez, je vois que vous êtes bien attentif par rapport à nos échanges, et puis tirer quelques ficelles. Voilà, je vous me permets de vous glisser, et je vous sens très... Couper le micro. Ah ben non, avec cet exercice. Dorchy, voilà, même question. En quelques mots, votre exploitation agricole. Quelques éléments pour présenter votre exploitation. Alors, on vous entend, oui. Le plus près de la bouche. Le plus près. Oui. Donc voilà, moi je me suis installé en 1992, donc il y a quelques années, sur une partie de la ferme de mes parents, avec un troupeau de vaches laitières, d'une quarantaine de vaches laitières et 30 hectares à l'époque, dans l'Eure. En 1996, il a fallu j'ai choisi de déménager pour venir dans le Calvados, au Ménileude, pour des raisons de voisinage. Et donc je suis passé de 40 vaches à 60 vaches et de 30 hectares à 74 hectares. En 1999, j'ai eu l'occasion de reprendre un peu de terre sur le village, 47 hectares, donc on est arrivé à 120 hectares et puis 60 vaches à peu près.
En 2009, je me suis converti à l'agriculture biologique. Et 2018, mon fils aîné, j'ai 4 enfants, mon fils aîné a choisi de revenir sur la ferme avec moi pour reprendre la ferme, ce qui est satisfaisant quand on a une ferme de pouvoir la transmettre. Et donc on s'est installé en GAEC fin 2018, en reprenant quelques hectares autour. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 140 hectares et 70 vaches laitières. L'exploitation est presque exclusivement en vaches laitières. Et en 2023, début 2023, ma belle-fille, donc la femme de Paul, Annabelle, a choisi, avait l'objectif aussi de s'installer, et elle, plus pour la transformation laitière, pour faire du fromage. Elle est passionnée par le fromage. Et donc là, on est en train de monter des caves pour pouvoir faire du fromage et transformer notre lait et le vendre à qui le veut. Voilà, donc ça c'est toute l'évolution de votre exploitation. Alors vous me confiez que vous n'aimez pas trop les tracteurs, les traitements, et que vous aimez bien les vaches qui pâturent. Est-ce que c'est cet élément-là qui vous a amené à passer en agriculture biologique? Donc ça a pris une dizaine d'années quand même. Par rapport à cette conversion, quelles ont été les difficultés? Le passage à l'agriculture biologique en 99, donc j'ai eu l'occasion, ça m'a toujours tenté. C'est vrai que j'aime pas le tracteur, j'aime pas le traitement, j'aime bien les vaches à l'herbe. Et en 99, j'ai eu l'occasion d'aller une visite, une porte ouverte bio à Saint-Ouen-le-Pin chez François Restou et Christophe Grière, s'il y en a qui connaissent, je pense. Mais le passage en bio, suite à ça, j'ai fait des formations avec le GAB, Groupement d'agriculture biologique de Normandie, du Calvados essentiellement, formations passionnantes qui m'ont fait découvrir une agriculture totalement différente. Et donc j'ai cherché comment passer en bio, sachant que c'était difficile du fait que sur la ferme, je n'avais que 20 hectares accessibles autour des bâtiments pour le pâturage des vaches. Et donc, passer en bio, pour moi, c'était d'une part de l'autonomie, ne pas me servir de tracteur, vu que j'aime pas me servir de tracteur. Quand les vaches peuvent manger l'herbe qu'il y a dans les prés et bouser dans les prés, eh bien, on évite beaucoup de transport de toutes choses et de tracteurs. Et c'était le système que je voulais mettre en place. Et donc, il m'a fallu 10 ans, à peu près, entre 1999 et 2009, le moment du passage, pour réussir à installer une salle de traite sur un deuxième site sur la commune du Milieu de l'Éther que j'avais repris en 1999, pour pouvoir, là, avec 47 hectares accessibles, pouvoir pâturer toute l'année et de ce fait-là être plus autonome et ne pas avoir à me servir du tracteur dans l'année. Autonomie, vous l'utilisez 3 fois. Ça prend peut-être encore plus de sens actuellement. L'autonomie énergétique. L'autonomie énergétique, pour l'instant, on essaye de réduire nos dépenses, bien évidemment. Bon, on est obligé malgré tout de servir un peu du matériel, mais le moins possible, si on peut. On essaye de consommer moins, évidemment, mais bon, il y a un minimum, on ne peut pas aller en dessous, de toute façon. Donc, et on essaye et l'autonomie aussi permet on achète en fait quasiment rien pour nos animaux, on produit tout, et donc il n'y a pas tous ces transports, tout ce qui vient de l'autre bout de la planète et tout ça, on n'a pas ça. Donc c'est vrai que... Derrière ma question, c'est de mettre en avant finalement que cette autonomie vous donne une certaine indépendance et qui vous fait que finalement votre impact sur notamment les gaz à effet de serre est moins important. Voilà, je me permets de souligner cet élément-là. Alors, on va revenir avec vous, Philippe Bouquet, donc RSE. Entre guillemets, vous en faisiez un peu comme Monsieur Jourdain sans vous rendre compte. Vous aviez aussi une clé entrée tout de même économique. Voilà, vous êtes entrepreneur et il faut qu'à la fin, effectivement, il y ait du résultat.
Vous avez souhaité aussi aller un peu plus loin que cette démarche RSE et notamment, vous avez réalisé un bilan carbone. Pouvez-vous nous dire un peu plus pourquoi finalement vous avez fait ce bilan carbone? Est-ce que c'était obligatoire? Et puis, pour quelles raisons et quel enseignement vous en tirez de ce bilan carbone? Alors, on ne l'a pas encore réalisé, mais on va le réaliser. On est dans la phase de choix du prestataire qui va nous aider à le réaliser. Pourquoi on est rentré dans cette démarche-là? D'abord, je pense que c'est toujours bien, quand on parle de quelque chose, de savoir où on en est. Or, aujourd'hui, nous, on ne sait pas le mesurer tout seul. Donc, c'est un sujet qui permet, encore une fois, de faire un état des lieux. Pour répondre à votre question, est-ce qu'on est obligé de le faire? Non, pas aujourd'hui, peut-être demain. Aujourd'hui, la loi... Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, quand on parle du bilan carbone, il y a le scope 1, le scope 2, le scope 3. Donc, ces 3 niveaux, du plus léger au plus profond. Le scope 3, vous êtes censé faire le bilan carbone de votre activité jusqu'au dernier de vos fournisseurs à l'autre bout de la planète. Donc, c'est quand même relativement compliqué. Et nous, on va se lancer, on est scope 1, scope 2. C'est ce qui me permettait de vous donner tout à l'heure nos diminutions de consommation de CO2, etc. C'est parce qu'on a appris à les mesurer en scope 1, scope 2. Donc ça, c'est un peu ce qu'on consomme, nous, en local. Après, il faut aller plus loin. Donc le scope 3, aujourd'hui, n'est pas obligatoire pour les sociétés et les entreprises de moins de 500 personnes. Même si nos grands clients, encore une fois, nous le demandent, on a le droit de leur dire non, mais nous, on a décidé d'entrer dans cette démarche pour savoir, où on en était, et anticiper certainement des évolutions réglementaires qui pourraient obliger, ça c'est un autre sujet, toutes les entreprises à le faire, sous réserve qu'elles en soient capables. Et donc c'est pour ça qu'on est rentré dans cette démarche. Donc on a une démarche, l'administration a mandaté 3 organismes pour accompagner les entreprises, la BPI, l'ADEME et les chambres de commerce. Donc nous, on est en contact avec l'ADEME et la BPI pour choisir des prestataires. Il existe aussi des financements qui peuvent aider les entreprises parce que tout ça, ça a un coût. Et donc, je pense que d'ici l'année prochaine, on aura réalisé notre diagnostic de départ pour savoir où on en est et puis on en tirera éventuellement des conséquences sur les actions à mener, si action il y a. Voilà, donc c'est un peu ça l'esprit de notre démarche aujourd'hui. On va continuer, donc c'est un point d'étape, diagnostic, puis après effectivement voir où vous pourrez aller. Après on parlera aussi de l'appropriation avec vos salariés. Alors, on va aller du côté de votre voisin. Un projet d'établissement, 6 axes, une gouvernance, voilà les 3 points. Vous n'êtes pas entrepreneur, service public, effectivement, c'est important de le préciser. Est-ce que vous pouvez préciser quelques actions presque emblématiques qui vont dans le sens de cette transition énergétique, de cette transition écologique? Oui, alors je précise que quand j'évoquais notre bilan, on l'a fait en scope 3. Donc c'est pour ça que je peux aussi vous parler de l'ampleur des achats sur le sujet. Alors notre plan d'action, vous l'avez compris, il va s'étaler sur plusieurs années. Il se construit en même temps qu'on avance sur la gouvernance. Donc quelques illustrations de ce qu'on a commencé à mettre en place cette année et ce qui va se poursuivre. Peut-être de commencer par le volet sensibilisation, qui est un volet important. J'évoquais la gouvernance et au-delà de la gouvernance, c'est aussi sensibiliser. On a réalisé un séminaire de l'ensemble de nos cadres, y compris les chefs de service, donc les médecins, début septembre. C'était une action forte avec 80 personnes qui ont été réunies autour de cette sensibilisation d'une fresque du climat. Donc ça, c'est une première action qu'on va poursuivre sur 2024. Et on l'évoquera tout à l'heure, mais aussi avec des partenariats, notamment avec la communauté d'agglomération, qu'on est en train de travailler pour voir comment sensibiliser nos professionnels au mieux. D'autres actions là plus directes sur les gaz à effet de serre, c'est l'arrêt du gaz polluant au bloc opératoire, donc le protoxyde d'azote, arrêté cet été, qui est un gaz très polluant. Vous me corrigez si je dis une bêtise. On a adopté une feuille de route alimentation, donc avec les sujets qui ont été évoqués tout à l'heure, et en lien notamment avec la diminution pour les repas patients et professionnels, réduction de la viande et principalement de la viande rouge, entre autres, pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais en tout cas cette feuille de route qui se met en place. Une feuille de route mobilité, alors avec du déploiement
de parking à vélo. Là aussi, partenariat avec la communauté d'agglomération sur peut-être les parkings à vélo. Et en tout cas, on a relayé la campagne menée sur le covoiturage. Et on en attend du coup les effets pour nos professionnels sur le sujet. Et puis, pour notre part, déploiement du forfait mobilité durable d'ici fin d'année pour les professionnels. Et puis, pour aborder aussi une thématique énergie, puisqu'évidemment, on pense souvent à l'énergie. On a un gros projet de rénovation de l'établissement qu'on a orienté exclusivement sur de la rénovation, notamment du bâtiment principal, et qu'on a ce qui permet d'intégrer des éléments de rénovation énergétique du bâtiment à travers aussi les financements qu'on appelle les financements Ségur, qui faisaient suite aux financements dont bénéficient les établissements après la crise sanitaire Covid, et donc ça s'insère dans un schéma directeur immobilier et énergétique, et non plus seulement immobilier, et donc ça qui va effectivement être finalisé d'ici fin d'année pour une déclinaison dans les prochaines années. Avec une planification du coup. J'ai une réaction, très bonne approche agricole que cette expérience au Mini le HUD. Voilà, c'est pour vous, acceptez ce compliment, Bruno Dorchy. Vous avez posé la question, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus d'agriculteurs qui aillent dans ce sens de la transition écologique? Et puis moi j'ai une question, c'est qui est revenue au niveau de vos contributions. Les obligations RSE font bouger l'industrie. Voilà. Qu'est-ce qui fait bouger les agriculteurs, hormis des convictions personnelles? Vous voyez, donc c'est assez étonnant, finalement, c'est à peu près la même question. Allez, je la reformule. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on aille plus, en tout cas que le monde agricole aille plus dans ce sens de la transition écologique de façon collective? Vaste question, tout à fait. Il y a de la conviction. On sent chez vous qu'il y a de la conviction. Vous l'avez dit, vous préférez voir des vaches que des tracteurs. Oui. Moi, je suis paysan, éleveur de vaches laitières. Bon, je fais mon métier, j'essaie de le faire du mieux que je peux. J'essaie de ne pas dégrader l'air, de ne pas dégrader l'eau. Je maintiens des prairies, je maintiens des haies, je maintiens des mares. Je n'ai jamais arraché de haies sur ma ferme. Mes vaches produisent ce qu'elles veulent. Moi, je suis paysan-éleveur. Paysan parce que je suis dans le pays. Et éleveur, c'est un superbe mot. Élever des animaux, les amener plus haut. Et je suis très reconnaissant à ces animaux-là. Je les ai découverts depuis tout petit, évidemment. Mais j'ai pris conscience de ça depuis quelques années quand même. Tout ce qu'on leur doit. Ces animaux, ils nous donnent tout. Leur lait, leur viande, leur cuir, leur compagnie. Ce sont de vrais animaux de compagnie. Ils accompagnent notre civilisation depuis des millénaires. Et aujourd'hui, quand j'entends tous les discours contre les animaux, on veut réduire la viande rouge, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, ça dépend quelle viande rouge. Et ça me fait bondir parce que les vaches, on en a besoin, et si demain on n'a plus de vaches, on n'a plus de civilisation non plus, il faut en être conscient. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont de plus en plus éloignés et qui n'en sont pas conscients de ça. Et donc, il faut quand même que nos dirigeants, nos politiques, n'aillent pas dans le sens où pousse le vent en ce moment, en disant faut réduire la viande, il faut de la viande synthétique et tout ça. Non, on n'a pas étudié le problème jusqu'au fond, là, c'est pas possible. Donc il faut quand même être vigilant. Et quand je vois tous les systèmes un peu qui se développent autour, quand je parlais d'élever les animaux, il y a bien des cas où j'ai l'impression qu'on les abaisse. Et d'ailleurs, les termes parlent d'eux-mêmes. On exploite, on est exploitant. Moi, je suis éleveur, je respecte, j'essaie de vivre en harmonie avec la nature pour qu'elle produise, qu'elle nous donne le meilleur d'elle-même et qu'on puisse se nourrir sainement. Voilà. Et donc, il faudrait former, donc pour répondre à la question, il faudrait former, que les formations aillent aussi dans ce sens-là et pas former des gens à appliquer des recettes avec des trucs qu'on balance sur les sols partout.
Je l'ai fait au départ. Moi, je suis allé à l'école aussi, puis bon, on m'a appris ça, je l'ai fait pendant 10 ans. Ça me convenait qu'à moitié, donc j'ai changé. Mais il faut quand même prendre conscience de ça. Et il faut plus d'agriculteurs. Pour avoir plus d'agriculteurs dans le sens de la transition écologique, il faut plus d'agriculteurs, il faut arrêter l'extension. Plus les fermes seront grosses, et moins on pourra aller vers une amélioration des conditions. Donc il faut quand même essayer d'intervenir dans tous ces domaines-là, à mon avis. Je pense que... C'est très clair. Vous êtes avant tout éleveur, élevé, avant d'exploiter. Voilà. Donc il y a de la conviction. Alors avant de donner un temps de réaction à Monsieur le Président, je vois que vous êtes très attentif. Je vais revenir vers vous, Olivier Quentin. Alors on va faire un petit pas de côté, mais pas tant que ça. Quand vous avez évoqué ce qu'il fallait faire, là, bon, il faut faire diminuer les gaz à effet de serre, il faut développer d'autres énergies, il faut vivre autrement. Là, on est tout de même dans le vivre autrement. Parmi ces trois pistes, trois leviers, lequel finalement on doit le plus agir? On va vous donner le micro. J'ai envie de dire les trois. Les trois en même temps, et c'est un peu, en écoutant les témoignages, c'est que chacun de leur côté, ils contribuent à améliorer la situation. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on a discuté au téléphone avant, parce on discute un peu avant. Voilà. On fait croire que rien n'est préparé, mais effectivement, voilà. On tire des ficelles. Et ce que je vous avais dit, c'est que je suis là pour délivrer un message, je dirais, mais à côté de ça, je suis là pour apprendre ce qui se passe dans notre société. Et quand j'écoute ces témoignages, je dirais que c'est une piste, la piste elle est là, c'est que de l'individu, que ce soit dans des domaines du privé ou du public, on a tous moyen d'agir. Et j'ai pas envie de dire qu'il y a une meilleure piste qu'une autre. Toutes les pistes sont bonnes parce que chaque gramme de dioxyde de carbone ou d'équivalent qu'on ne va pas mettre dans l'atmosphère, c'est un gain pour l'ensemble des personnes. Donc chacun à leur niveau agisse dans ce cadre-là. Et j'ai aimé beaucoup le temps de silence de mon voisin. Quand vous lui avez posé la question, c'est de la conviction, mais comment on fait? C'est vrai que le gros problème, c'est comment on entraîne tout le monde, si ce n'est en témoignant comme vous le faites, parce que c'est vrai que j'avais jamais réfléchi au terme d'éleveur et d'exploitant, et les mots sont forts, et c'est une lecture que j'aimerais bien voir. Je suis enseignant également, chercheur enseignant, et on a une licence pro notamment qui s'appelle agriculteur environnement. Et j'aimerais bien qu'on leur donne ce message-là, parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Alors je pense qu'ils y sont sensibles, et travailler sur les différents systèmes. Et surtout, ce que j'entends beaucoup de ce qui a été dit, c'est qu'il y a un respect de ce que font les autres, mais eux agissent chacun. Ils agissent à leur façon, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire un classement. Et d'ailleurs, en quoi je pourrais me permettre de faire un classement de ce qui est mieux? Tout est bien. Et toutes leurs démarches, je pense, sont très positives. Donc, moi, c'est un petit peu plutôt rebondir sur... j'ai écouté, j'ai même pris des notes, puisque très bien, je suis là également pour apprendre. Pour apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, je reprends ma casquette, encore une fois, et également où on forme des personnes. Et à l'université, normalement, ce sont des personnes qui vont être amenées à prendre des responsabilités. Alors je parlais des licences pro, où il y aura plus des techniciens, mais également je suis responsable d'un master. Et ce master, juste pour donner un peu, il s'appelle GAED. Alors ça veut dire quoi? Géographie, bien sûr, mais aménagement, environnement, développement. Et à l'intérieur de ce master, on a 2 parcours, dont un qui s'appelle environnement, risque et diagnostic territoriaux. Donc là, vous faites du diagnostic territorial à votre échelle, systématiquement. Vous voyez les risques. Et ces éléments-là, pour moi, ils sont essentiels par rapport à l'environnement et par rapport à un mot-clé également que vous aviez mis dedans, où il y avait dans les mots-clés, j'étais surpris, petits-enfants. Et ça, c'est un truc sur lequel j'interviens, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est parents, voire certains peut-être grands-parents. Et c'est vrai que quand on pense, on se projette plus loin, quoi. C'est pas que notre personne. Sinon, on ferait rien, on profiterait, comme on l'a dit, puisque c'est compliqué. Et quand je vois dans notre formation, ce qu'on va inculquer, c'est un esprit également. Il y a des connaissances, il y a des compétences, il y a un savoir-être qui va être essentiel pour pouvoir échanger, mais également des éléments forts et un respect de tout cela. Et je terminerai peut-être en regardant, dans ce master, on a également un autre parcours que
qui s'appelle le développement local. En fait, c'est territoire, mais ils font du développement local. Et c'est à cette échelle-là, on voit que chacun, vous intervenez. Et il ne faut pas penser que la solution par rapport à la question qu'on remet à l'échelle du globe, elle passe en pensant qu'il y a un grand levier général qu'on va abaisser. Alors là, on sait quels sont les forçages et les problèmes. Hein. Ça, on pourra les évoquer peut-être après. Mais c'est déjà de voir les actions à une échelle locale, alors qu'on ne demandait rien à ces personnes, si ce n'est qu'ils soient en accord avec leurs convictions. Et je crois que chacun de mes 3 collègues ici, c'est vraiment fort comme témoignage. Et on va poursuivre justement. Alors, un petit pas de côté ici, François Aubé, quelle réaction par rapport à ces échanges? On a eu le retour d'Olivier Cantat. Comment vous accueillez ces témoignages, ces actions qui sont engagées à ces différentes échelles? Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris puisque la prise de conscience est de plus en plus massive sur l'urgence climatique. Que chacun dans son périmètre d'intervention a cette prise de conscience et essaie de le traduire dans son quotidien personnel, mais aussi professionnel. La démarche que M. Bouquet a engagée déjà depuis longtemps, il le disait tout à l'heure, nous on fait du RSE sans le savoir et maintenant on le met, et voilà. C'est vrai que d'un point de vue, on va dire, une entreprise, pour gagner de l'argent, c'est le employer des gens et les faire vivre et s'intégrer dans une société. Et pour que l'entreprise tourne, il faut qu'elle fasse des efforts. Il l'a dit tout à l'heure. Moi, il faut que je fasse baisser ma facture énergétique pour avoir de meilleurs résultats. Mais oui, mais même sans ça, je pense que la prise de conscience est telle que les chefs d'entreprise, mais un chef d'entreprise agricole, pour moi, c'est aussi un exploitant agricole, un éleveur, un paysan éleveur est un chef d'entreprise. Et donc, chacun, à son niveau, a déjà cette prise de conscience. Mais on doit aller plus loin. On doit aller plus loin. Toutes les politiques publiques, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, doivent avoir ce marqueur essentiel environnemental. Et nous essayons, à travers l'agglomération Lisieux-Normandie, pour M. Cantat, qui représente 21% du territoire du Calvados, près de 80 000 habitants, 53 communes. Dans chacune de nos politiques, c'est marqué dans le marbre, c'est-à-dire que c'est gravé dans le marbre. Je veux dire, la mobilité, comme Nicolas Bourgault l'a dit tout à l'heure, et je salue Clotilde Walter, notre vice-présidente en charge de la mobilité, dans le cadre du renouvellement de la délégation de service public avec notre prestataire, nous avons porté une innovation telle qu'aujourd'hui, dans un territoire rural comme le nôtre, puisqu'il y a la ville-centre, mais on est essentiellement rural, je veux dire, comment les gens se déplacent. Comment, nous, pouvoir public, on facilite la mobilité professionnelle, parce qu'on sait bien que c'est un des points numéro 1 pour le recrutement, ces problèmes de mobilité, mais la mobilité, je dirais, médicale. On a des personnes qui sont souvent éloignées de centres médicaux. Donc, la mobilité est un axe fort pour nous et nous devons diminuer notre empreinte carbone sur ce territoire. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de maires, pas assez ce matin, ont déjà cette prise de conscience. Et l'agglomération a décidé financièrement d'accompagner à travers des fonds de concours verts toutes les initiatives qui concourent à diminuer l'empreinte carbone sur le territoire. Je pourrais, rajouter, mais moi j'ai posé une autre problématique. On l'a évoqué tout à l'heure, monsieur le professeur, géographe. Moi, je suis très inquiet. Après, je comprends cette notion du ZAN, du zéro artificialisation nette. Encore une fois, la semaine dernière à Orléans, c'était aussi dans tous nos débats. Aujourd'hui, nous ne produisons pas assez de logements. On a de nombreuses familles qui sont en recherche de logements confortables. Il y a trop de passoires thermiques. Il y a, on est en carence de logements adaptés à notre population. Les entreprises se développent. Le territoire de l'agglomération Lisieux-Normandie est un des territoires les plus dynamiques, le bassin lexovien, un des plus dynamiques en termes économiques. Comment demain on va permettre aux entreprises d'entreprendre,
comment on va permettre aux habitants d'habiter, comment on va permettre aux gens d'habiter ce territoire. Il faut préserver l'outil agricole, c'est du développement agricole. L'outil agricole, je partage une très grande partie de ce que monsieur a dit. La ferme des 1000 vaches, c'est pas pour nous. On a d'autres choses à faire sur ce magnifique territoire qu'est le Pays d'Auge. Mais comment on va réussir à concilier le développement d'un territoire comme le nôtre, qui ne doit pas être une réserve d'Indiens, qui mériterait d'être classé comme un parc naturel, tellement ce territoire est beau, mais il est dynamique, il doit être innovant, il doit être dans la résilience. Et moi, je ne sais pas comment demain on fera. Oui, on va aller reconquérir les friches. Oui, on va aller reconquérir les friches. Les friches industrielles qui sont polluées, qui sont en bordure de rivières, qui sont en zone inondable. Qui demain va aller acheter, dépolluer, démolir un terrain, pour pouvoir reconquérir cet espace? Personne. Les pouvoirs publics n'ont plus les moyens aujourd'hui. L'État n'a plus les moyens. Donc c'est une vraie problématique pour moi par rapport à ce débat du PCAET. Comment demain on va pouvoir permettre aux gens de vivre sur notre territoire tout en préservant l'espace naturel? J'accueille votre large question quand même. Et puis je sens bien Philippe Bouquet parce qu'on en a parlé un petit peu de cet aspect-là. Néanmoins, j'ai tout une petite question. Alors, vous êtes entrepreneur, vous impulsez, voilà. Comment c'est accueilli auprès de vos salariés, notamment? Est-ce qu'il y a des modes de mise en œuvre, des petites recommandations pour que tout le monde s'embarque dans ce souci finalement d'être dans la sobriété, pour reprendre un terme qui était mis en avant tout à l'heure? Alors, la première chose, c'est qu'on communique sur le sujet, que ce soit sur nos investissements industriels. On a aussi des questions de nos élus auxquelles on répond. Et donc, comme tous nos comptes rendus de CSE sont affichés, c'est un moyen aussi de divulguer l'information, parce que c'est des sujets évidemment qu'on aborde. Implanter un nouvel outil industriel, ça veut dire une consultation du CHSCT, ça veut dire la prise en compte d'un certain nombre de choses. Donc c'est aussi un vecteur, je veux dire, le dialogue social est un vecteur de communication aussi sur ces sujets. Après, globalement, je rejoins un peu ce qui était dit, les gens ont envie de s'approprier, et quand on propose des mesures qui vont dans le bon sens, si demain je leur explique que j'achète un outil qui va être 10 fois plus polluant et 2 fois moins performant, je ne suis pas sûr que je vais avoir beaucoup de succès, à juste titre. Donc quand on propose des mesures qui vont dans ce sens-là, elles sont naturellement bien accueillies. Après, là on se concentre un petit peu sur la partie, on va dire, développement durable, émissions de CO2. La RSE, elle a 4 volets, et dont certains impliquent encore plus les salariés, parce qu'il y a tout ce qui est éthique, il y a tout ce qui est social. Et on est noté sur ces sujets-là également. L'éthique, c'est tout ce qui est sensibilisation aux règles anticorruption. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne va pas acheter des produits dans des pays qui ne respectent pas certaines règles. Alors, nous, on travaille les métaux, on doit répondre à des questions si certains métaux sont produits dans des pays où il y a des enfants qui travaillent dans les mines, par exemple. Donc ça va assez loin. Donc effectivement, il y a une sensibilisation sur les sujets. Nous, on a formé une centaine de personnes sur le comportement à avoir, comportement éthique vis-à-vis de fournisseurs ou vis-à-vis de clients, ce genre de choses. Donc là, il y a une appropriation. Alors, on est un peu loin de notre sujet, mais ça fait partie complètement de la RSE, ce que question posée sur la RSE. Par rapport à ce qui a été dit, je voudrais aussi juste rajouter peut-être un commentaire ou une réponse à la question de poser François Aubé sur comment faire pour concilier une loi ZAN, du développement, loger les gens. Évidemment, vous inquiétez pas, je n'ai pas la réponse, mais j'ai quelques commentaires à faire par rapport à ça. J'ai une autre casquette, donc je suis le patron d'Atos, mais je suis aussi le président d'une organisation française qui s'appelle le Comité Richelieu et qui représente toutes les entreprises innovantes françaises. Et à ce titre-là, on est consulté en permanence par la représentation nationale sur les projets de loi ou par l'administration et les différents ministères. En reprenant l'exemple de cette loi ZAN, et j'ajouterai le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est un décret qui oblige, lorsque vous avez plus de 1000 mètres carrés tertiaire, c'est-à-dire commercial, à faire une déclaration qui était à faire, je crois, avant septembre 2022 ou 21, peu importe, sur votre consommation d'énergie, et vous engager d'ici 2030 à la diminuer de, je crois que c'était 50%. Cette loi-là est une loi qui est complètement aberrante. Pourquoi? L'objectif, il est louable. Sauf que, si je prends mon exemple, moi, entre 2020 et 2021, j'ai déjà diminué 10 à 15% ma consommation d'énergie. J'ai déjà fait une partie du chemin.
Sauf qu'au moment où je vais faire ma déclaration, on va me demander de faire le même effort que celui qui a complètement pollué. Donc, comme je disais en rigolant, l'année où je fais la déclaration, alors je peux vous dire une chose, je laisse toutes les fenêtres ouvertes, le chauffage allumé tout l'hiver, j'éteins aucune lumière et je laisse toutes mes machines tourner pour consommer le maximum, parce que comme ça sera facile de faire 50% d'efforts. Évidemment, ce n'est pas ce que j'ai fait, on est bien d'accord. Mais vous voyez, ce genre de choses aberrantes. La loi ZAN, c'est exactement la même chose. L'objectif, il est louable, il faut le prendre au niveau du territoire national. Si dans un territoire rural, vous avez 20% d'artificialisé, on vous interdit d'en faire plus. Ok, donc vous ne pourrez plus accueillir aucune entreprise, rien, plus construire de logements. Celui qui est déjà artificialisé à 80%, 90%, parce que c'est une zone très urbaine, c'est le roi du pétrole. Lui va pouvoir faire tout ce qu'il veut. Donc on va créer même une discrimination entre zones. Et je reviendrai parce que je trouve que si on avait rajouté un 4e intervenant qui interviendrait dans le domaine de l'énergie, de la défense, on aurait eu là les 4 piliers de notre souveraineté. Nourrir les gens, les soigner, leur fournir des biens. Et ça, cette souveraineté-là, si on veut la garder, il faut à un moment la mettre en regard avec ce qu'elle coûte et ce qu'elle doit produire. Aujourd'hui, on parle globalement, il y a un point sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Cantat par rapport aux émissions de pays comme la Chine ou l'Inde. Moi, c'est des pays dans lesquels j'ai travaillé, dans lesquels je connais bien leur industrie. C'est une honte la manière dont ils produisent. Donc, ramener au nombre d'habitants, c'est juste masquer le problème, excusez-moi. Ce n'est pas le vrai sujet. Et je suis d'accord aussi sur les États-Unis qui sont plutôt pollueurs et assez peu sensibilisés à ça. Mais aujourd'hui, si en France, pour garder notre souveraineté, nourrir les gens, les loger, leur donner une meilleure vie, s'il faut consommer 1% ou 2% de plus de CO2, ce n'est pas grave. Si les Chinois ou les Indiens diminuent de 20%. Parce qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, de mémoire, nous, la France, c'est combien on est à combien combien, pardon 1%. Alors, excusez-moi, arrêtons de nous auto-flageller. Arrêtons de nous auto-flageller. Le vrai sujet, il est 90%, il est ailleurs. Et en plus, nous, on a plutôt des outils qui sont modernes. On a des paysans qui sont globalement très attentifs à ça. On a un système de santé qui est quand même, même s'il a des problèmes aujourd'hui, il est quand même très en avance sur d'autres sujets. On a une industrie qui est assez performante. Et n'en rajoutons pas, quoi. Arrêtons. Faisons mieux, bien entendu, mais arrêtons avec une espèce de dogmatisme qui nous oblige à faire moins tant, alors que les autres, ils font plus 10, plus 10, plus 10. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête d'importer des produits de ces pays-là. C'est le scope 3. Merci Philippe Bouquet pour cette conviction, cet enthousiasme. Alors Olivier Cantat, pas tout de suite, à la fin. Vous verrez, parce qu'on ne va pas faire un système de réponse. On va revenir au niveau de l'hôpital. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez apporté un élément de réponse, et notamment cette perspective avec cette présidence du comité Richelieu. Ça vous donne un regard au niveau national. Voilà, alors je vois aussi que ça fait réagir. Alors, on va terminer, puis après, on va vous donner la parole, et notamment si vous avez envie d'apporter des précisions, de la nuance. Nicolas Boucaud, par rapport à l'hôpital, donc c'est structuré, ce projet de service, ces plans d'action. Vous avez donné un certain nombre d'actions. Alors, quelles sont les conditions de réussite? Parce que là, la façon dont vous le présentez, tout se passe bien finalement. Alors, il y a tout de même des petits éléments où ça va être un peu difficile. Hein. C'est pour éviter de faire de l'angélisme et dire... de temps en temps, il doit y avoir un peu de résistance quand même. Oui, non, c'est pas si simple que ça. On est d'accord. Alors, c'est pour ça aussi qu'on a mis en premier lieu l'enjeu du pilotage, parce que notre conviction, j'ai un peu dit, on est en fait qu'au démarrage, c'est que pour pouvoir mener toutes ces actions, il faut que 1500 personnes, si je parle juste des professionnels, je ne parle même pas des usagers, 1500 personnes aillent dans le même sens. Donc j'ai évoqué là les premiers niveaux, c'est vraiment le niveau de pilotage, même si les réactions, quand on parle, moi j'ai rencontré pas mal d'agents pendant l'été dans les services de soins, j'ai évoqué notamment le sujet de la mobilité dans les thématiques que j'ai abordées avec eux, et quand on partage sur les sujets que je vous ai indiqués tout à l'heure, il y a quand même plutôt un intérêt et une attente. Donc ça c'est quand même... un élément positif dans cette mobilisation. Et si je reprends le retour de l'encadrement, je disais 80 personnes formées, l'encadrement, il est globalement plutôt engagé, attentif, et il va dans ce sens-là. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais j'en profite parce que le projet d'établissement, il est adopté par toutes les instances.
Donc les instances, on a 4 ou 5 instances. C'est le conseil de surveillance, donc M. Aubet en fait partie, Mme Périgny également. Donc c'est cette instance qui adopte le projet d'établissement. Et dans cette instance, on retrouve des représentants des usagers, des représentants du personnel, des représentants des soins, représentants médicaux et donc des élus territoriaux et ce qu'on appelle des personnes qualifiées. Il a été adopté unanimement à l'image dans ce volet de transition écologique, à l'image de tout ce qui s'est passé autour de toutes les instances qui représentent les différents secteurs de l'établissement, puisque vous évoquiez tout à l'heure le CHSCT. Et on a créé une instance qui est une innovation, parce qu'on parlait d'innovation tout à l'heure, une commission de la transition écologique, qui là aussi dispose d'un représentant du personnel, un représentant du conseil de surveillance, c'est Mme Périgny, un représentant médical, pour avoir vraiment une représentation de tous les champs de l'établissement. Et là aussi, tous les sujets qu'on y aborde, ils sont traités de manière très contradictoire, très posée, très argumentée, mais on sent aussi une compréhension des enjeux. Pour autant, on a encore beaucoup de chemin à faire et notre méthode, c'est à l'hôpital en tous les cas, comme sur tous les sujets, c'est d'être beaucoup sur de la sensibilisation et de la concertation. Les freins, donc voilà, donc ça peut-être que dans un an je pourrais vous refaire un bilan plus complet, mais c'est vrai qu'il y a des freins, et en tout cas deux importants, c'est les questions financières. J'évoquais le forfait mobilité durable, il faut que je trouve des fonds pour payer ce forfait au sein de l'établissement qui n'est pas tout à fait à l'équilibre financier. Donc c'est quand même une question budgétaire importante. Voilà, c'est une illustration parmi d'autres, même si on peut avoir des aides parfois, mais en tout cas pas sur ce sujet. Et puis après, c'est la capacité, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, il faut que tous on agisse dans notre environnement de travail, mais on fait déjà beaucoup de choses. Donc c'est comment on trouve les expertises, on les mobilise parmi toutes les priorités, comment on en fait une priorité parmi d'autres. Donc ça, c'est pas simple, mais on y arrive. Donc voilà, donc probablement ces éléments-là de frein, de résistance qu'on peut attendre, mais qu'il va falloir travailler à travers de la concertation, et puis le financement et l'expertise. Merci. Alors, je vous propose, Nicolas, un petit temps de réaction assez succinct par rapport à nos échanges. Et après, je vous ai expliqué la suite. Après, je vous ai proposé à nos intervenants de dire, voilà, vous avez des élus, il y a 20 maires, il y en a 53 via la vidéo, et je vous proposerai de nous dire quel message vous avez envie de fournir à ces élus du territoire. Et puis, Monsieur le Président, je vous proposerai de terminer, de dire comment vous accueillez ces messages. Voilà, comme ça je vous trace un peu. Ce qui me permet aussi de vous dire, parce que je sens qu'il y a une impatience à agir, qu'après, bien évidemment, on aura un échange, et après une petite pause, avant de voir qu'est-ce qui va se passer au niveau du PCAET avec nos deux intervenants qui sont là-bas. Voilà, je vous trace. Alors, Olivier Cantat, de façon assez, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Allez, un sujet, qu'est-ce que vous ressortez par rapport à nos échanges. Et puis, oui. Philippe Bouquet, vous avez tout de même envoyé un petit élément. Mais quand même. A raison. Un petit. En fait, je pense juste pour répondre, c'est que quand je répondais à la question tout à l'heure, je parlais surtout par rapport aux émissions de CH4 de méthane je disais que les gros consommateurs de viande n'étaient pas dans les pays les plus peuplés, forcément, et c'est pour ça que je ramenais. Donc, ce que je voulais signaler, c'était juste que par rapport, on est entièrement d'accord sur toutes les améliorations qu'il y a à faire sur toutes les usines polluantes, etc. Là-dessus, personne ne va être contre. C'était juste de rappeler que si on fait Inde plus Chine, ça fait 3 milliards d'habitants. Nous, on fait 60 millions. Donc, il y a un rapport de 50 en termes de proportion. Mais où là, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est parce que nous, on n'est que 1% qu'il ne faut pas être exemplaire. Et ça, parce qu'à ce moment-là, si on était aussi nombreux qu'eux, est-ce que vous auriez le même discours ? Parce qu'en termes de quantité, il y a l'aspect absolu et l'aspect relatif. Je dirais qu'on est tous embarqués dans le même bateau. Et c'est vrai que là, quand on est un petit État en population, c'est vrai que notre empreinte, elle va paraître assez faible. Et puis il y avait un autre point que je voulais juste signaler, c'est que, et vous en parliez par rapport aux circuits de proximité ou aux circuits très longs, c'est qu'il faut aussi qu'on se regarde en face, et vous en parliez tout à l'heure, c'est que quand on va consommer des produits, si on les fait faire en Chine ou ailleurs, à qui on attribue l'empreinte carbone ?
Est-ce que c'est à nous qui commandons et qui faisons faire dans leur pays, ou est-ce que ce sont des problèmes qu'on doit gérer à l'échelle globale? La réponse, elle est donnée. Le scope Oui. 3, c'est à nous qu'il est attribué. Oui. Ah oui. Donc c'est bien pour ça qu'il y a une grande hypocrisie. Oui. C'est que ce qu'on ne fait pas chez nous, on le fait faire à d'autres de manière plus polluante. On parle de réindustrialiser. Il faut admettre que si on veut réindustrialiser, évidemment le plus proprement possible, de facto, nous augmenterons notre empreinte carbone. Mais ça sera peut-être un mal pour un bien. C'est ça que je veux dire. Oui. Donc il faut arrêter de regarder les chiffres dans l'absolu, mais les regarder en relatif et d'avoir une vision globale. Parce que, alors après, au niveau d'un territoire, on reviendra, puisque vous souhaitez qu'on réagisse par rapport à ça, il faut le regarder au niveau d'un territoire. Mais tous ces chiffres-là, mon message, c'est arrêtons de faire de l'absolu, il faut faire du relatif. Et puis, gérer nos contradictions. Si on veut plus d'empreinte carbone en France, on arrête toutes les industries. Et on tue toutes les vaches. Bon, ok. Et on va chercher à l'extérieur. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne suis pas sûr. Donc il y a un moment, il faut avoir une approche globale et non dogmatique. Et je trouve qu'à un certain moment, nos politiques ont une approche qui est un peu dogmatique. Soit ils se débarrassent du sujet, soit ils font du simple parce qu'ils ne comprennent pas. Mais on est là aussi pour les faire réagir. Oui, Allez, pour reprendre, et alors je dis tout à l'heure qu'on a le temps, le temps passe vite. On comprend bien finalement vos deux approches, et elles sont complémentaires, et on aurait presque envie de poursuivre cet échange. Et simplement, on a deux réactions qui vont dans ce sens-là. Attention, les Chinois produisent pour l'Europe les EUSA avec des coûts réduits. Et je pense que c'est la même personne qui a réagi en disant nous sommes donc co-auteurs en partie de la pollution des industries chinoises. Voilà, ça. Voilà, donc ça permet de fermer la boucle, et en tout cas sur ce sujet. Alors, ce que je vous propose en guise un peu de conclusion, et on va commencer avec vous, Bruno Dorchy, quel message vous avez envie de faire passer à vos élus, à nos élus de ce territoire? Et je poserai la même question à Nicolas Boucaud et puis avec vous, Philippe Bouquier. Au niveau agricole et au niveau de... Donc... les agriculteurs entretiennent le territoire, et donc il y a sur notre territoire, notre pays d'Auge, il y a beaucoup de haies, et donc les haies, il y en a eu beaucoup d'arrachées, malheureusement, et donc il faut surtout que celles qui sont là restent, et pour cela, la haie, elle est peut-être propriété des agriculteurs ou des propriétaires, mais en attendant, c'est un bien commun et ça profite à la collectivité aussi. On parlait tout à l'heure des fortes pluies qu'il va y avoir, de l'érosion et tout ça. On enlève toutes les haies, on n'aura plus de pluie, on n'aura plus de terre, on n'aura plus rien. Donc bon, le désert, à l'extrême, c'est ça. Donc surtout, l'entretien des haies qui est fait par l'agglo, il faut que ça continue. Il faut surtout que ça continue, parce que franchement, si ça repose uniquement sur les agriculteurs, c'est pas normal. Le bien, il est commun, et l'intérêt, il est pour tous. Donc, et d'ailleurs, même discours pour le département, parce qu'à une époque, ils l'ont fait, ils ne le font plus. Mais les haies devraient être entretenues, au moins sur les routes, par la collectivité. Ce serait déjà la moindre des choses. Donc, prenons soin de ce bien commun, voilà, et contribuer à l'entretien. Voilà. Et j'avais un deuxième message. Deuxième message. Bon, j'ai la chance d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants aussi, qui vont à l'école depuis peu. Et donc, nos enfants, ce qu'on souhaite pour nos enfants, c'est le mieux. Tout le monde, tous ceux qui ont des enfants, veulent le mieux pour les enfants. Et donc, ils vont à l'école, ils vont à la cantine. Et il y a une loi qui s'appelle la loi Egalim, où on impose 20% de bio dans l'alimentation en restauration collective. Bon, j'espère à minima que cette loi est respectée parmi les maires qui ont des cantines sur leur commune. Mais je voudrais dire que ce n'est pas 20% qu'il leur faut, c'est 100%. On doit au minimum apporter une alimentation la plus saine possible à nos enfants. C'est des enfants en constitution comme ça. C'est important. Il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens-là. Et il y en a qui l'ont fait. Il y en a, bon, je ne vais pas citer M. Bouenard à Courtonne-la-Mardrac, il y en a qui le font. Et sans pour autant, j'ai lu beaucoup de témoignages, sans augmenter pour cela les budgets. Donc c'est faisable et c'est un impératif. Ça devrait être une priorité de faire attention à nos enfants. Parce qu'on va déjà leur laisser une planète en mauvais état. Si en plus on les laisse en mauvaise santé sur une planète en mauvais état, c'est dommage. Donc il y a un gros sujet à travailler là pour vous. Voilà.
Merci. Donc, de message clair, Nicolas Boucaud, quel est votre message aux élus? Alors, bon, il y aura rien de, enfin, beaucoup de choses évidentes, mais sur mon message, mais c'est en tout cas pour moi un élément clair. Je l'ai un peu dit à travers les échanges là, depuis le début, mais c'est que l'hôpital, il est au milieu d'un territoire. J'ai pas mal parlé de la mobilité. Évidemment, les patients, quand ils viennent, ils traversent tout le territoire. Ils utilisent les routes, les rues pour venir jusqu'à l'hôpital. Donc mon message, il porte sur la nécessité de poursuivre et amplifier le partenariat avec les collectivités territoriales. Il existe déjà autour du travail d'Action Cœur de Ville. On l'a dit sur la mobilité du covoiturage. Nous participons au conseil de développement puisqu'on a plusieurs professionnels de l'hôpital qui y participent. Donc voilà, ce partenariat, il existe, mais il me semble que sur ce sujet, alors, comme sur beaucoup d'autres concernant l'hospitalier, mais en tout cas sur celui-ci, le fait que le partenariat, la coopération entre l'hôpital et les collectivités territoriales est un enjeu clé pour parvenir à répondre aux engagements nationaux de la France pris lors des accords de Paris, et que l'hôpital ne le fera pas seul. Voilà, c'est ça mon message. Travaillons ensemble sur ce sujet. Travaillons ensemble. Continuons ce partenariat et puis on va continuer avec vous, Philippe Bouquet. Votre message ce matin? Oui, alors j'ai pas de message particulier parce que je pense que vous, en tant que responsable de collectivité territoriale et nous industriels, on est un peu dans la même barque par rapport aux réglementations qui s'imposent à nous. Donc je dirais c'est plus de dire que nous, on est à votre disposition pour nos partages d'expériences et j'ai bien conscience que par rapport, je prends un exemple, si vous avez à rénover du chauffage ou autre, il y a tellement de technologies qui sont proposées aujourd'hui, elles sont difficiles à maîtriser et je pense qu'aujourd'hui, les mairies ne peuvent pas avoir toutes les compétences techniques pour juger de la pertinence des offres qui leur sont faites, les bonnes comme les mauvaises. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un accès à l'information. J'aimerais pas être à votre place, je dis autrement. Donc, le seul message, c'est de dire, si nous, industriels, on a fait des choses qui peuvent vous servir et vous permettre de gagner du temps dans de la prise de connaissances techniques sur si on a implanté des choses, en tout cas, je pense qu'on est tous à votre disposition et moi, je le serai si vous voulez savoir un peu ce qu'on a fait. Et après, peut-être au niveau réglementaire, peut-être que si on est plus nombreux à faire pression sur un certain nombre de choses pour que les lois qui sortent soient plus adaptées et fassent plus confiance aux territoires. Et tous les territoires ne sont pas les mêmes. Faire des lois qui soient les mêmes pour la Creuse, le Pays d'Auge ou la région parisienne, c'est quand même une aberration sans nom. Voilà. Merci François Aubé. Alors Philippe Bouquet, vous n'aurez pas être à votre place. Comment vous accueillez ces messages? Et voilà, je vais vous laisser le mot de la fin. Là, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, le partenariat, l'entretien, le coup de main, la question de l'alimentation. Et puis Philippe Bouquet, le message c'est travailler ensemble, continuons ensemble. Vous pouvez vous appuyer sur les industriels et on est dans la même barque. Alors, comment l'agglomération, à travers la volonté du conseil municipal de Ménil-Eudes, continuera à entretenir les haies sur le territoire. Pour les communes qui ont fait ce choix. Sur la restauration collective, sur la restauration en circuit court dans les cantines, c'est vrai que nous avons du travail à faire. Certains ont montré la route, mais nous devons poursuivre avec Didier Pellerin, ce qui prouve l'attachement que l'agglomération porte à l'agriculture, puisque nous avons un conseiller délégué à l'agriculture. Je pense que Didier Pellerin est unanimement reconnu pour sa démarche sur les circuits courts, sur le bio et le reste. Nous avons mis en place un plan d'alimentation territoriale qui a vocation à rapprocher les agriculteurs des consommateurs. Et nous avons mis en place une plateforme qui s'appelle Ocolo, pour justement que les consommateurs puissent identifier très vite les producteurs locaux pour pouvoir avoir une consommation directe. Donc oui, nous partageons, monsieur, cette ambition. Sur le faire ensemble, Nicolas Boucaud le sait pertinemment, puisque c'est un débat que nous entretenons régulièrement à chaque fois qu'on se voit, et à tel point que
j'ai proposé et je proposerai aux conseillers communautaires qui sont dans la salle un partenariat plus élargi, puisque j'envisage de pouvoir vous apporter une ingénierie publique gratuite pour, sur toutes les thématiques qui vous concernent, la mobilité, mais pas que, nous puissions être de façon transversale force de proposition à vos côtés et être facilitateurs. Donc clairement, l'agglomération sera et à vos côtés tout le temps, et ça vous le savez. Sur les retours d'expérience, sur la RSE, j'ai été hier matin dans une réunion avec 25 chefs d'entreprise pour justement aussi évoquer une démarche RSE. Vous avez raison, M. Fouquet, de dire que c'est important. Moi, j'ai fait un parallèle, je ne sais pas si je me trompe quand je le dis, qu'il y a quelques années, les grands donneurs d'ordre allaient chez les entreprises qui étaient certifiées ISO et autres. Et demain, la RSE sera ce qu'était l'ISO il y a quelques années. Et c'est vrai que aussi bien les banques, mais aussi bien les donneurs d'ordre partiront du principe où les zones d'activité, où les entreprises sont RSE. Donc là encore, l'agglomération est au service économique. Nous allons accompagner ces démarches de RSE et je serai très preneur, effectivement, des expériences que vous avez menées. Mais pour conclure, en tout cas, cette partie de table ronde, moi, je pense aussi que voilà, nous sommes quelques élus d'expérience ici, de longue expérience, pas de trop longue expérience, de longue expérience. Et la difficulté pour nous, mais pour beaucoup de mes collègues et moi-même, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour l'avenir. On doit se projeter. Qu'est-ce qu'attendent demain la génération Z? Ils ne veulent plus être propriétaires, ils veulent avoir d'autres conditions de vie. Nous devons nous adapter à ce qui va arriver. Gérer l'existence, ça n'a aucun intérêt. On va essayer de le faire, mais il faut qu'on se projette. Et clairement, l'enjeu climatique, je crois l'avoir dit déjà depuis 2 heures, c'est forcément l'alpha de notre politique que nous devons développer. Donc oui, dans toutes les politiques de l'agglomération, nous allons avoir un marqueur fort, Monsieur Cantat, sur cela. Pas à n'importe quel prix, mais il faut y mettre le prix. On va essayer sur toutes nos politiques publiques, parce qu'il faut aussi savoir que économiquement, les choses sont aussi compliquées pour les collectivités, que malheureusement, les dotations d'État stagnent, elles ne baissent pas, elles stagnent, mais le coût de la vie augmente. Quand vous indiquiez tout à l'heure vos coûts énergétiques qui étaient multipliés par 4, on est aussi dans ces mêmes dynamiques. Donc nos investissements, comme M. Fouquet le disait tout à l'heure, on n'a pas les mêmes métiers. Voilà, moi c'est l'argent public. On doit y faire encore plus attention. Et tous nos investissements doivent penser coûts de fonctionnement pour les réduire. Je prends un dernier exemple. Nous allons construire, après un large débat intéressant, un centre aquatique. Parce que nous partons du principe qu'avec la rareté de l'eau qui va probablement venir dans les années à venir, nous devons plutôt privilégier des usages collectifs que des usages individuels. Peut-être avoir, un centre aquatique ouvert à tous, plutôt que des piscines privées pour une minorité. Ça, c'est notre orientation. Et que ce centre aquatique sera probablement un des plus vertueux de France, environnementalement parlant. Toutes de la géothermie au solaire, à l'exposition, à la récupération des eaux de pluie, tout ce qui a pu être cherché a été cherché. Donc ce centre aquatique ne sera pas un gouffre financier, ce sera une source de bien-être à un coût raisonnable pour la collectivité. Je voulais le dire, parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi, mais clairement, les investissements que nous devons penser, que nous pensons, doivent anticiper à réduire les coûts de fonctionnement de demain. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci. Voilà. Allez, on vous propose, avant de vous inviter à une petite pause bien méritée, de pouvoir réagir par rapport à tous ces échanges. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de mettre le doigt sur un sujet qu'on a partagé? Même exercice, un petit micro, c'est Carole. Et on a vu Vincent de Laurence réagir tout à l'heure. Vincent. Oui, alors ça, si, Carole, tu donnes parce que Vincent était un peu frustré, donc il faut libérer la frustration. Vas-y, là, devant. Allez-y, je crois que vous n'avez pas le choix, monsieur.
ce que tu as dit tout à l'heure à ta voisine, qui intéresse tout le monde. Allez, vous réagissiez, si je me souviens bien, as- lorsqu'on a parlé un peu de Ouais. la question du bilan des exportations. Voilà, Non, notre oui, lien. oui, effectivement, parce qu'il y a des idées souvent qui viennent. Là, vous entendez là. Non, je rappelais simplement que malheureusement, les économies américaines et européennes ont exporté la production en Chine pour bénéficier de prix de revient beaucoup plus bas depuis très longtemps et dont on bénéficie tous les jours. Donc ça, c'est un autre changement à inclure dans ces programmes, mais on ne peut pas du jour au lendemain dire on n'achète plus rien à la Chine. Enfin, je veux dire, il y a une question d'équilibre, et là aussi, alors je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut réindustrialiser, ça se fait d'ailleurs, c'est commencé, la France de façon plus vertueuse, mais voilà, on ne peut pas bousculer du jour au lendemain, il ne faut pas balayer tout ce qui a été fait, et c'est vrai qu'on a exporté nos problèmes industriels, et avec eux, on bénéficie. Enfin, quand on compte, vous disiez tout à l'heure, c'est aux Français ou aux Chinois de faire des efforts pour simplifier. Malheureusement, on ne peut pas diviser. L'air et la température, elle est mondiale. Donc on est dans un gouvernement, pas mondial, mais on est dans un phénomène mondial qu'on ne peut pas supprimer, sauf à dire on va arrêter l'air aux frontières. Donc tout raisonnement qui consiste à dire on raisonne juste chez nous, c'est un raisonnement qui est à très très courte vue, enfin, c'est avec une loupe. Donc c'est voué à l'échec, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui me fait réagir un peu fortement. Donc voilà. Mais je suis évidemment d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites. Très heureux d'avoir des exemples qui ont été présentés. Et voilà, j'espère que vous allez faire des émules un peu partout, parce qu'on en a besoin. Merci. Monsieur. Gérard Louis, encore pour Belleville-en-Auge. Vous l'avez compris, je suis dans une zone relativement basse, la plus basse du territoire, et j'aurais besoin de l'avis de M. Cantat. Vous savez mieux que moi que le Grenelle 2 de l'environnement nous a fait qu'il faut que l'on détruise sur nos rivières tous les barrages. Or, depuis des centaines d'années, nos prédécesseurs se sont acharnés à maîtriser l'eau dans nos zones, à maintenir des niveaux constants. Aujourd'hui, pour que les petits poissons remontent, alors que bien avant les truites de mer arrivaient à remonter, on nous a fait supprimer toutes ces installations. Les niveaux de nos rivières ont baissé quelquefois de plusieurs mètres. Les digues ne tiennent plus, tombent dans le lit majeur. Et quand il y a des inondations, effectivement, ça sert de vase d'expansion. Mais l'agriculture en est totalement bouleversée. C'était une zone à forte dominance herbagère. S'il n'y a pas d'eau, la végétation est au ralenti. Donc, vous voyez, je pense qu'on a fait des mesures que je qualifierais de politiques, mais pas dans le noble sens de politique. C'est que, voilà, on a voulu satisfaire le consommateur, l'écologiste qui est loin des réalités de terrain. Et voilà les conséquences que ça a pour notre territoire. Vous voyez, aujourd'hui, on a des zones qui ont diminué leur valeur de 50%, leur valeur agronomique. Pardon. Voilà. J'aimerais avoir votre réaction par rapport à ça, parce que dans ma zone, c'est très prégnant comme problème. Merci. Olivier Cantat, alors tout à l'heure je vous ai appelé Nicolas, c'est bien Olivier Cantat. Sur cette question de la continuité écologique et la suppression des ouvrages, hein, c'est ce que vous évoquez, monsieur. Quelques mots, finalement, avec ces conséquences où, au départ, on comprend bien l'intérêt. Par contre, les effets secondaires mis en évidence par monsieur. Oui, je partage votre positionnement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir l'évolution. Il y a une histoire qui évolue et qui, en fonction de pressions diverses et variées, on pense faire... je ne pense pas que quand on fait les choses, on pense faire mal.
Simplement, c'est qu'on a un manque de connaissances qui amène finalement à ne voir qu'une partie d'un problème. Et souvent, ce qu'on évoque, et on l'évoque à échelle plus large du changement climatique, si je décline des solutions qui, pour ma paroisse, sont positives, j'imagine que c'est quelque chose qui contente tout le monde. En fait, c'est un petit peu dans les échanges qu'on a systématiquement, on voit la force de la pluridisciplinarité, c'est-à-dire de mettre tous les gens autour de la table pour faire un bilan complet. Et quand je reviens un peu à ma formation de master, ce qu'on leur apprend, c'est ça, c'est que le diagnostic de territoire, il va devoir prendre les avis de chacun pour essayer de trouver une solution qui soit la moins mauvaise possible souvent. Et si on ne répond que finalement à des enjeux qui sont d'ordre économique et puis pas des enjeux plus larges, je dirais environnementaux, évidemment on est à côté de la plaque. Mais ça, c'est un changement quand même, et puis Monsieur le Président en a parlé, on voit bien le changement, la prise de conscience des phénomènes environnementaux. Et à ce niveau-là, je pense qu'on a fait des erreurs, mais certainement, et on en fait encore. On le saura demain, les erreurs qu'on fait. Mais plus ça avance, j'ai l'impression que plus le croisement des connaissances et des compétences mène vers quelque chose je dirais, de meilleur, mais simplement, comme on le dit et comme le GIEC le dit, ça n'avance pas assez vite. Mais ça avance, parce qu'il y a des freins qui sont à tout niveau, de l'international au national, au local, et vous l'avez signalé tout à l'heure. On a tout un millefeuille de choses auxquelles il faut répondre qui, des fois, sclérosent tout le système. Et pour répondre enfin à une partie de votre question, là, je ramène à ma casquette de géographie. La géographie, c'est quand même une science de différenciation de l'espace. Et des choses qui sont bonnes à une échelle large ne le sont peut-être pas à une échelle locale, mais au niveau géographique, comme économique, comme à tous les niveaux. Et c'est ça un petit peu, il y a un degré de liberté à avoir, et grâce à des connaissances, des experts, des gens d'expérience, vous avez parlé de l'expérience de longue date, eh bien, ça permet quand même d'avoir une vision globale des problèmes. Et je pense qu'on va dans de bonnes directions. Pas assez vite, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai pas une réponse, vous voyez, qui est... mais on sent bien dans oui. Quel sens vous avez envie d'emmener, voilà, oui. Notamment sur cette approche un peu globale. Voilà, c'est une approche globale, effectivement. Allez, madame et monsieur, et puis après on... Ah, bah j'ai pas vu. Mesdames, allez-y. Bonjour, Durieux Nathalie, conseillère au Ménileude. Moi, j'ai 3 questions, interrogations. La première concerne les lois, notamment, comme disait monsieur, on se retrouve souvent face à des lois qui ne nous permettent pas d'avancer tel qu'on aimerait avancer. Moi, je fais partie de la commission développement durable, donc j'ai déjà exposé ce fait-là. Notamment, on est dans une entreprise qui est très sensibilisée sur l'écologie et du coup, ils font du travail à l'heure actuelle sur l'eau. On est en agroalimentaire et certaines lois nous empêchent d'utiliser l'eau, ne serait-ce qu'en externe, sur la partie extérieure de l'usine, en recyclage d'eau utilisée. Par exemple, on ne pourrait pas prendre de l'eau de ruissellement ou de l'eau qui a déjà été épurée pour être réutilisée, puisque on est un site agroalimentaire. Et donc, on a ce problème des lois qui ne répondent pas toujours au travail qu'on aimerait faire et dans l'intérêt public. Et donc, l'idée, c'est comment on peut un peu faire bouger ces lois ou à qui s'adresser, quels sont les interlocuteurs privilégiés auxquels il faudrait un peu plus orienter, remonter nos doléances ou nos handicaps et pouvoir faire évoluer ça. Parce que c'est vrai que parfois, on a un peu l'impression que la loi provient d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ont pensé le sujet sur un versant, mais sans avoir été exploité jusqu'au deuxième versant. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est votre première question, si vous en avez 3. Question. La deuxième, c'est par rapport à l'association qu'on peut faire juridiquement parlant entre des sociétés privées et le service public, puisque nous, pour le moment, on n'exploite pas les chaleurs fatales. Peut y avoir des réseaux de chaleur qui voudraient récupérer ces chaleurs fatales, sauf que M. Aubé disait qu'ils avaient une vue à 50 ans, et les entreprises ont souvent des vues moins importantes, sauf peut-être comme l'hôpital qui est un peu dans la liaison publique aussi, qui a peut-être une vue plus éloignée. Sur le plan du marché, en règle générale, les entreprises, si déjà elles font des perspectives à 10 ans,
sur nos marchés actuels, c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel. Donc comment ça peut se jouer, puisque si vous mettez un réseau de chaleur et que là l'entreprise pour l'instant exploite pas, mais que dans 3 ans le dirigeant du groupe ou de l'entreprise décide que finalement il veut diminuer sa consommation énergétique et qu'il veut faire sa récupération de chaleur, comment se joue cet aspect entente, juridique, mouvement, enfin je n'ai pas trop cette vue-là. Et ma troisième question, c'est pour Monsieur Cantat. Vis-à-vis du réchauffement qu'on a à l'heure actuelle, on sait qu'on est aussi en phase ascendante sur le soleil. Le soleil est en forte activité en ce moment. C'est un cycle qui a lieu de façon cyclique et qui a une durée à peu près de 15 ans. Là, on est toujours en phase ascendante. C'est pour ça qu'on a eu des aurores boréales au niveau de la Manche, ce qu'on n'a pas en règle générale. Et à ce moment-là, comment on peut, par rapport aux détracteurs du fait que le réchauffement est un peu illusoire et que, en fait, ce sont des phases cycliques du monde qu'on perçoit, comment on peut leur dire que, dans quelques temps, l'activité va s'amoindrir. Donc déjà, il y aura un peu de réchauffement qui va s'amoindrir aussi. Et comment on peut faire la différenciation à ce moment-là et leur expliquer cela sur le fait que en fait, cet impact déjà se lise tout seul, mais c'est pas que à ce moment-là qu'on doit arrêter nos actions, parce que finalement, c'est en train de revenir dans le bon sens et qu'on a fait suffisamment. Très bien. Alors, ce que je vous propose, j'ai noté vos 3 questions. Alors, j'aurais jamais dû dire qu'on avait le temps, parce que du coup, après, on va un peu. Et puis, je vois Julien qui est en train de me regarder, mais de notre côté, on m'a dit de notre côté qu'on avait le temps, donc je suis un peu entre les deux, je suis au milieu. Mais je pense qu'en tout cas, on est bien là, et puis c'est intéressant ces échanges. Je les ai. Vous avez 2 questions. Madame, je vais prendre toutes les questions, puis comme ça, on va faire un package, on va répondre à toutes vos questions. Je les ai bien notées. Allez-y, madame. Et puis après, il y avait monsieur. Voilà. Alors moi, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec monsieur Bouquet quand il dit que les choses générales comme ça, c'est un peu absurde. Pour preuve, à notre dernier SCOT, on a été très très vertueux dans ce qui concerne l'espace. On a vraiment très peu construit, on a été très très vertueux. Et on nous demande maintenant de diviser par 2, voire de totalement annuler tout ce qui est consommation d'espace, contrairement à ceux qui, comme à Caen, consomment allègrement toutes les terres agricoles les meilleures de la plaine de Caen. Voilà, donc individualiser ou au moins localiser les décisions à prendre en fonction de ce qui a été fait et de ce qu'on a comme projet, parce que c'est vrai que sur le plan de l'agglo, on a quand même une envie d'industrialisation et on a des gens qui sont là, qui attendent. Eh bien, je trouve ça vraiment dommage de réduire ça comme ça par une loi complètement... voilà. Merci. Et puis, on va terminer avec vous, monsieur. Hop, à côté, regardez. Oui, ça ne sera pas des questions, donc du coup, ça sera plus rapide. C'est 2 observations. La première, c'est par rapport à ce qu'a dit mon voisin de derrière concernant les écologistes. Je suis toujours très méfiant quand on dit « attention, les écologistes ne sont pas sur le terrain, etc. » Il faut juste se rappeler qu'en 1974, il y a un écologiste qui est resté célèbre, pour certains, qui a écrit un livre qui s'appelait « L'utopie ou la mort » et qui a été candidat aux élections présidentielles avec un verre d'eau en disant qu'on allait en manquer à la fin du siècle. Cet écologiste, c'était René Dumont. Et si on l'avait écouté à cette époque-là, on n'en serait pas aujourd'hui à parler d'une écologie qui, malheureusement, je dis bien malheureusement, risque d'être punitive. Le GIEC a été créé en 1998, je crois que je ne me trompe pas, mais c'est en 1998 ou un petit peu avant. Et il a été extrêmement décrié par un autre personnage resté tristement célèbre qui s'appelait Claude Allègre, qui a fait beaucoup de mal en étant un climato-sceptique et qui a entretenu tout ce scepticisme. Donc méfions-nous. Maintenant, on n'est pas tous d'accord, mais presque tous d'accord pour dire qu'il y a un problème qu'il faut que l'on traite de façon urgente. Donc voilà, je voulais juste dire ça sur l'écologie et juste sur la cantine. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir pointé ça tout à l'heure, mais je voudrais vraiment qu'on comprenne bien que ce n'est pas si simple que ça. Et nous n'avons aucun jugement par rapport à nos collègues qui aimeraient bien le faire, mais qui ne peuvent pas, parce que tout simplement, ce n'est pas possible. Si tout le monde, à supposer que tous les maires, même que les 20 qui sont dans cette salle, souhaitent passer leur cantine
pour ceux qui en ont à 100% bio, c'est tout simplement pas possible. Parce qu'il n'y a pas... Parce que, il faut que ça soit bio et local, parce que sinon, c'est pas intéressant. Ce n'est pas possible sur notre territoire, et c'est là où nous, avec François Aubé et avec la communauté d'agglomération, grâce au plan alimentaire territorial, on a un rôle énorme, un levier, justement, pour permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir augmenter petit à petit l'alimentation biologique dans leur cantine. Voilà, je pense qu'il ne faut pas... nous, on ne veut surtout pas être un modèle. On veut juste dire que voilà, c'est possible, on l'a fait, mais ce n'est pas possible pour tout le monde pour l'instant. Merci. Alors, François Aubé, vous pouvez répondre à 2 questions, vous m'avez dit. Je rappelle les trois questions. Oh, en tout cas, je les ai en tête. Vous les avez. Donc, la première concernait qui pourrait être notre interlocuteur pour faire bouger les choses et avoir plus de cohérence. Clairement, cet interlocuteur va venir dans 15 jours dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, puisque c'est notre député, c'est nos sénateurs, ce sont nos parlementaires qui doivent être force de proposition et représentatifs des attentes des habitants de ce territoire. Donc l'entreprise Who's Cooking va avoir la visite du député dans quelques jours, je l'accompagnerai. Donc je vous invite à rédiger, à préparer, un petit dossier pour être force de proposition, le convaincre et qu'il remonte. C'est leur job, ils sont là pour ça. Ça, c'est première réponse. Oui. Vous avez presque répondu un peu à 2 questions. Même, non, la deuxième, c'est... Ah, oui, moi j'étais sur la troisième. Mais la deuxième, c'est peut-être pas pour moi. Alors vous avez tout de même évoqué, voilà, il y a des phases un peu cycliques de phénomènes qui se voient. Et je reformule un peu. Et en fait, finalement, quand on est dans des phases où on constate que tout se passe bien, on se dit c'est bon, on n'a plus besoin de rien faire parce qu'on a gagné. Alors, j'aurais presque envie de ne pas vous poser la question et la poser après à Julien parce que je le vois qui réagit. Mais néanmoins, je vais si vous pouvez, de façon très succincte, qu'est-ce qu'on fait finalement quand tout se passe bien et que finalement, en fait, on a à peu près les bonnes températures. Puis ça, c'est un truc de scientifique, d'écolo, je me permets. Alors, oui. D'accord. Alors, vous la comprenez bien cette question ? Oui, j'ai bien compris. Oui. Parce que je l'ai pas tout à fait bien compris. Le problème, ça vient souvent de détracteurs qui ne voient qu'une partie du problème et qui ne gèrent pas les échelles de temps au sens durée. Quand vous parliez là juste des données astronomiques, c'est sur des cycles de 30 000, 50 000, 100 000 ans. Et puis quand on parle des cycles solaires, c'est sur des cycles de 7, 15 ans, etc. Donc en fait, dans les simulations que l'on voit dans les travaux du GIEC, qui ne fait que synthétiser la culture scientifique, si on enlève le rôle de l'homme, on voit bien la courbe et ses fluctuations naturelles. Mais elles sont d'un ordre de grandeur qui est très petit aux échelles de nos temps de vie de société. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses bien plus importantes que ce qui se passe, mais où l'homme n'y était pour rien. On est passé de l'ère glaciaire à l'interglaciaire il y a 20 000 ans. En 6 000 ans, on est arrivé au climat qu'on a actuellement. Mais quand on voit les modèles et les projections, on va prendre en compte tous ces éléments-là. Éléments d'ordre cosmique, planétaire, avec tous ces aspects astronomiques. Tout ceci est pris en compte et il suffit de montrer la courbe avec ou sans l'homme. Et on voit bien que le Soleil, ça intervient pour un peu dans ces modifications à nos pas de temps. Donc il n'y a pas de raison de dire oui, il fait plus chaud parce que le soleil est plus puissant. Et ça serait un peu plus complexe que ça en plus. Merci. Eh bien, écoutez, troisième question, on n'a pas répondu. Sur la chaleur fatale, vous l'avez oublié peut-être, non? J'avais considéré dans mon élan d'essayer de gérer... Trop bavard et qu'il fallait qu'on se coupe, mais on répond quand même. Il y a une question, il faut répondre, sinon on n'est pas bon. Allez-y. La chaleur fatale, on est sur, encore une fois, des facteurs temps. L'agglomération souhaite, non pas réinventer l'eau chaude, mais souhaite, encore une fois, aller chercher des pistes d'économie, de frais de fonctionnement. Nous pensons que des chauffages de réseaux de chaleur sont intéressants. Il faut en tout cas mettre tout sur la table. Il y a 10 ans, nous étions sur des raisonnements sur des réseaux de chaleur avec des chaufferies bois. Depuis 2 ans, on parle de la chaleur fatale. La chaleur fatale, pour les collègues qui ne savent pas ce que c'est possible, il doit y en avoir un ou deux.
c'est simplement l'énergie qui est déjà produite, la chaleur qui est produite, qu'on puisse la capter, la récupérer et la réinjecter. C'est ça la chaleur fatale. C'est ce qu'on fait aussi VEDAC avec l'usine d'incinération à Colombelles, où on a un réseau de chaleur qui, au-delà de chauffer le CHU Hérouville et une grande partie des collectifs, est réemployé pour d'autres utilisations. Donc là, l'entreprise dans laquelle Madame travaille produit de la chaleur. Est-ce que la collectivité est capable, dans son réseau de chaleur qu'elle imagine, de pouvoir, avec l'entreprise, dealer pour la récupération de cette chaleur pour alimenter notre réseau collectif? Toutefois, la question était, si la collectivité y pense aujourd'hui, si le chef d'entreprise, dans 3 ou 4 ans, a cette idée-là pour pouvoir diminuer ses coûts, comment ça se passe? C'est ça. C'est ça. C'est la question de temporalité. C'est la question de temporalité qui doit effectivement se mettre sur la table et qu'on l'étudie ensemble. Mais il faut préparer aussi l'avenir de l'entreprise. Parce que la chaleur qu'elle dépense tout de suite, si demain elle peut l'avoir gratuite, c'est encore mieux pour l'entreprise. Merci. Allez, il me reste à vous remercier, tous les 5, pour votre participation, voilà, pour votre enthousiasme aussi, puis les messages que vous allez faire passer à l'ensemble des participants. Là, j'ai encore vu beaucoup d'attention. Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est une petite pause. On va se réunir après à midi. On peut vous applaudir, effectivement. Et puis après, on va se remettre, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre PSAET? Ça sera avec Julien, avec la vice-présidente.